On a tendance à oublier un peu le très bon départ de Monaco cette saison, qui a occupé la première place de Ligue 1. Vous avez ici l'évolution du positionnement de l'équipe et celle du PSG, Monaco est en vert, et on voit que les places se sont échangées vers la neuvième journée du championnat. Mais avant ça, l'équipe avait plutôt bien commencé. Elle a jamais bougé des 5 premières places au global, mais elle a malgré tout manqué de régularité, et on va parler un peu de tout ça dans cette vidéo, faire une analyse collective et individuelle du club du Rocher. L'équipe est actuellement troisième au classement avec 3 points d'avance sur Lille et un seul point de retard sur Brest, ce qui en fait est pas mal. Et c'est une équipe qui est pas infaillible chez eux. Monaco, c'est pas une forteresse imprenable. Huitième au niveau des points pris à domicile cette saison. On voit que Lille est premier. En revanche, à l'extérieur, ça se déplace très bien, puisque seul le PSG a pris plus de points dans les rencontres loin de ses terres. On sait au global que le public monégasque chez eux, bah voilà, c'est pas très remuant, mais c'est vrai qu'ils ont en général un bon parquage à l'extérieur et qu'ils ont des supporters un peu partout en France. On parlait de régularité au début de la vidéo et c'est quelque chose d'assez criant. En fait, Monaco, troisième de Ligue 1, n'a comme bon enchaînement que 3 victoires de suite. C'est ça leur meilleur enchaînement cette saison. Sur la première partie de saison d'ailleurs, en plus, c'était Marseille, Reims, Metz. C'est pas terrible, ça manque de continuité. C'est une équipe qui peut impressionner sur un match, faire vraiment une masterclass. Voilà, il y a des moments où on se dit ah bah c'est la meilleure équipe de Ligue 1 en termes de jeu, etc. Il y a souvent ce débat-là entre Paris, Lille, Monaco, etc. Il y a des matchs où vraiment tu te dis ce qu'ils produisent c'est quelque chose. Et pour autant, bah, ils peuvent juste derrière avoir beaucoup de mal contre une équipe de bas de tableau. Donc ouais, au global, voilà, du mal à trouver de la continuité et à faire des séries de victoires. Alors je parle de ça, mais voilà, dans ce qui touche à la déception également, bah forcément il y a cette défaite en Coupe de France contre Rouen. Donc qui illustre très bien ce que je disais avant, en fait, capable de faire de sacrés gros matchs et puis voilà, de perdre derrière en Coupe de France contre une équipe qui est pas en Ligue 1. Monaco, c'est assez offensif, hein, deuxième du championnat au niveau des buts marqués cette saison, 52, c'est 12 de plus que Marseille qui sont juste derrière. Il y a 5 matchs sans marquer, sinon ça score pas mal, hein. Il y en a 9 avec au moins 3 buts. Par contre, il y a 10 équipes qui ont encaissé moins de buts, dont Toulouse et Le Havre par exemple. Et Monaco, cette saison, ça a un peu de mal à faire des clean sheets. Il y a 13 matchs avec au moins 2 buts encaissés. Donc ouais, il y a du progrès à faire de ce côté-là, il y a quand même plus de mal. Si on s'intéresse aux statistiques avancées, offensives et de création d'occasions, on voit que l'équipe est la deuxième à se procurer le plus d'occasions de but, quatrième sur la qualité moyenne de ces occasions, hein, parce que bah, c'est bien de s'en procurer beaucoup, mais forcément c'est mieux quand elles sont de haute qualité. Cinquième au niveau de la création de danger sur coup de pied arrêté, hein, donc pas forcément des buts marqués, hein, on parle encore du fait de se créer des occasions, d'être dangereux. Et sixième en contre-attaque, donc une équipe plutôt complète de ce côté-là, c'est bien. Offensivement, ils peuvent créer du danger dans à peu près toutes les phases du jeu, attaque placée, jeu direct, etc. Et au global, le danger, en revanche, il l'amène à la fin, surtout par l'attaque de la profondeur. On le voit ici, footballs, ce sont les passes derrière la défense adverse qui cassent la dernière ligne défensive. Ils sont premiers du championnat dans ce domaine-là. Et en fait, on le voit bien quand on regarde en détail, c'est criant, parce que chez eux, tu as 5 joueurs de l'équipe dans le top 20 de ceux qui en ont réussi le plus en Ligue 1. Donc, qui ont réussi le plus de passes qui cassent la dernière ligne défensive adverse. Et surtout, ils en ont 3 joueurs dans le top 6. Tu vois aussi en regardant les passes progressives tentées, donc le jeu direct vers l'avant, les passes tentées qui font significativement gagner du terrain vers le but adverse. Et bien à ce niveau-là, t'as que Lens qui en tente plus par match. Donc voilà, Monaco, il y a vraiment une volonté de verticalité, d'attaquer les espaces par la passe. En revanche, c'est pas une équipe qui va chercher à se créer des situations sur des centres en hauteur. Voilà, ils sont 16e dans ce domaine-là. Il y a 15 équipes qui tentent plus de centres en hauteur par match. Et en revanche, ils tentent légèrement plus de centres en retrait, à ras de terre, ils sont 9e. À noter aussi qu'il manque peut-être des joueurs de différence, de percussion. 12e équipe au niveau des dribbles tentés par match. Et on le voit aussi quand on regarde les courses progressives, donc comme pour les passes, mais ici les courses avec ballon, qui font gagner une distance significative vers le but adverse, ils sont 13e du championnat. Donc voilà,
Par la passe, c'est vraiment fort, mais avec ballon, il y a peut-être un peu moins de prise d'initiative, un peu moins de joueurs qui vont un petit peu dynamiter. Au niveau du style défensif, Monaco, c'est clairement l'équipe numéro 1 du championnat au pressing, même dans l'intensité en général. Ils sont premiers sur le PPDA, donc ça signifie qu'en moyenne, les adversaires de Monaco ont le temps de faire 8,57 passes, voilà, entre 8 et 9 passes dans leur propre camp à eux, aux adversaires, avant que les Monégasques ne tentent une intervention défensive. Et sur ça, personne ne fait mieux en Ligue 1. Personne ne gêne plus également la possession adverse. Le BDP, ça veut dire que les adversaires réussissent 5,40% de passes en moins que leur moyenne de la saison quand ils affrontent Monaco. Donc voilà, ça montre que ça presse bien, que ça empêche l'adversaire de progresser. Deuxième en intensité du contre-pressing, donc ça c'est le pourcentage de fois que l'équipe tente de récupérer le ballon dans les 6 secondes d'une perte de balle dans le coin adverse. Et en revanche, sixième sur l'efficacité de ce contre-pressing. Donc sur les fois où quand ils vont le tenter, ils vont parvenir à récupérer le ballon. Au global, ils dominent vraiment le championnat dans ce domaine-là. On le voit ici, on le voit sur d'autres données, mais ils sont premiers dans les récupérations hautes. Ils ont aussi le plus de récupérations hautes amenant un tir et amenant un but, mais également la plus haute intensité défensive globale avec le Paris Saint-Germain. Donc 6,2 actions défensives par minute de possession adverse en moyenne. Au niveau de la solidité de l'assurance, il y a 4 équipes qui concèdent moins d'occasions qu'eux. En soi, ils sont pas trop mal, on va dire, mais il n'y a pas forcément une super bonne gestion défensive du coup, parce que ils encaissent plus de buts que ce que les occasions qu'ils concèdent sont censées donner aux adversaires, on va dire. En revanche, il y a 12 équipes qui concèdent moins que sur les contre-attaques. Donc là, attention vraiment à la défense des grands espaces. Au-delà de ça, Monaco, c'est la deuxième équipe qui commet le plus de fautes cette saison. Donc oui, voilà, on le disait, il y a de l'engagement. C'est aussi la deuxième équipe à prendre le plus de cartons jaunes et la troisième sur les cartons rouges. Même si ils n'ont jamais perdu en prenant un rouge cette saison en Ligue 1. Donc c'est quand même quelque chose de notable. En revanche, tu as 2 matchs nuls contre Marseille et contre Lorient, qui du coup, en cas de victoire, auraient pu donner 4 points en plus potentiellement. Et du coup, Monaco serait deuxième du championnat. Sur les erreurs individuelles, Monaco, c'est la deuxième équipe qui en a commis le plus à égalité avec Clermont. Donc voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça manque un peu parfois d'assurance. Il y a des petites erreurs, des petites bourdes, c'est pas terrible à ce niveau-là. Leur gardien est l'un des joueurs qui a commis le plus d'erreurs amenant à un but cette saison. Pour finir dans les airs, c'est pas exceptionnel, on en parlera après, mais c'est vrai qu'ils ont quelques joueurs vraiment forts dans ce domaine-là, et après c'est plus compliqué. Du coup, il y a 9 équipes qui font mieux dans les duels aériens. Au niveau des individualités de l'équipe, si on regarde offensivement et défensivement, donc offensivement avec les buts hors penalty, pour pouvoir équilibrer les joueurs, hein, forcément si tu les tires, tu as plus de chances d'avoir plus de buts que les autres. Ben Yedder est premier à 10 et il est suivi par Minamino et Balogun à 7. Pour les actions défensives réussies, donc les duels remportés, tacles réussis, passes interceptées, etc., c'est Fofana qui est premier avec 240. Ensuite, Singo et Maripane qui sont des centraux. Donc ça montre quand même une grosse activité défensive de leur part malgré tout. Au niveau des passes, donc d'abord les passes progressives qui font nettement progresser le jeu vers le but adverse. C'est Fofana le meilleur dans ce domaine-là, 164 réussi, suivi par Singo, un défenseur encore une fois. Donc voilà, on voit qu'il n'a pas peur de prendre des initiatives avec ballon, qu'il apporte beaucoup. Et puis Golovin, 138. Golovin qui est aussi d'ailleurs, on le voit en dessous, le joueur qui a délivré le plus de caviar. Vous le savez, mais les passes décisives, c'est une donnée qui n'est pas pertinente. Ici, ce sont le nombre de passes qui ont créé une occasion nette pour les partenaires. Et voilà, il y a Fofana et Minamino qui ferment tous les deux le podium. Pour la percussion, au niveau des adversaires éliminés, donc que ce soit par un dribble ou par une course, comme on le disait, ça manque un peu à Monaco. Le premier, c'est Golovin. Ensuite, c'est Fofana et Zakaria. Et dans ces éliminations, il y en a pas mal qui sont pour sortir de pressing. Voilà, c'est souvent ça au milieu de terrain. Et on le voit là, c'est globalement des milieux de terrain et Zakaria qui est aussi parfois des fois un petit peu central. Mais voilà, il n'y a pas nécessairement de joueurs qui vont être provocateurs et déstabilisants parce que les meilleurs du championnat dans ce domaine-là, dans les éliminations, ils sont déjà à plus de 100. Au niveau des courses progressives, donc avec ballon, qui font gagner des mètres vers l'avant, c'est encore Fofana. Et puis ensuite, Golovin et Singo, on le disait tout à l'heure, voilà le défenseur qui prend des initiatives et on le voit encore. Petit détail assez marquant, petit aparté, mais comme vous l'avez vu,
Youssouf Fofana, il est top 3 de toutes les données dont on a parlé depuis le départ, sauf pour les buts hors penalty. Mais pour autant, il est détesté par les supporters. Je le vois quand je fais un post sur lui sur les réseaux. C'est que des casse-toi de mon club, il est nul, vivement qu'il parte, etc. Et du coup, je dis que c'est marquant parce que je crois que c'est la première fois depuis que je fais ce travail qu'un joueur top 3 de tous les domaines clés est détesté par les supporters. Donc voilà, c'est assez notable. J'en ai parlé avec quelqu'un que je connais qui supporte le club et puis voilà, qui est assez pertinent et objectif parce que sur Twitter, bon, on sait que c'est compliqué. Pour le coup, lui, il aime bien le joueur, mais en fait, il me dit que c'est surtout probablement lié au fait qu'il ait tendance à moins se donner dans les matchs moins importants, on va dire. C'est un petit peu le gars fort contre les forts, mais qui va parfois se sentir moins concerné contre les faibles, si on peut dire ça, qui peut donner une impression un peu de nonchalance, etc. Et ça, c'est quelque chose, pardon, qui va souvent un peu énerver les supporters. Donc voilà, j'en parle parce que c'est intéressant de constater ça, parce que voilà, c'est un cas assez rare. On va terminer par les joueurs les plus forts dans les duels. Donc pour les duels défensifs, donc duels défensifs au sol, les oppositions avec l'adversaire, c'est Maripane qui a le meilleur ratio, 70,1% de réussite. Et c'est marrant parce qu'il est suivi par 2 joueurs à vocation offensive. Akliouche, super efficace, et Golovin. Je précise que, évidemment, j'ai pris parmi les 10 joueurs qui en ont joué le plus, sinon c'est biaisé. Mais voilà, peut-être que ça souligne aussi voilà, le fait de ne pas avoir trop de défenseurs dans le pourcentage de duels défensifs remportés. Peut-être que ça souligne cette fébrilité défensive et dans l'assurance dans ces moments-là dont on parlait tout à l'heure. Pour les duels aériens, Salissou, bien qu'il ait très peu joué cette saison, il fait partie de ceux qui en ont disputé le plus. Et il a au passage le meilleur taux de réussite, juste derrière Singo et puis Jacobs. Comme je vous le disais, tu as quelques joueurs forts, comme on le voit ici, mais après le niveau baisse assez fortement. Jacobs, c'est le 3e et pourtant il a 10% de moins, même plus de 10% de moins que Singo. Pour finir, je voulais vraiment parler de la pépite de Magnès Akliouche, très bon joueur qui montre vraiment beaucoup de bonnes choses dans différents domaines du jeu et qui est déjà à 7 buts et 3 passes décisives en 1242 minutes. Donc personnellement, je vais le suivre de près parce que j'aime vraiment bien ce qu'il nous montre. Pour finir les individualités avec les blessures, parce que ouais, c'est vrai que c'est important quand on retrace une saison. Monaco a pas vraiment été épargné, surtout sur le départ, parce que dès le mois d'août, le secteur offensif a vraiment pris une claque. On a Akliouche malade, Ben Seguir out pour 3 mois, Mbolo ligament croisé fin de saison, il est revenu là sur le banc je crois au dernier match contre Metz. Et en plus, il était plutôt bon l'an dernier, il montrait des trucs sympas. Et puis Balogun, la nouvelle recrue, qui se blesse pour 1 mois. En septembre, c'est Vanderson et Salissou qui sont out. Octobre, Ben Seguir qui se reblesse. Et là, on oublie carrément la première partie de saison, puisqu'il a été arrêté jusqu'à février. Et puis Magassa et Maripane, blessures légères. En décembre, Mohamed Camara. En janvier, on voit beaucoup de choses, mais ce sont pas des blessures, c'est qu'il y a beaucoup de départs en sélection. Sinon, on a encore Balogun et puis en février, Jacobs, Vanderson et Diatta. Le mois dernier, c'est Salissou qui s'est à nouveau blessé. Et dans l'état actuel des choses, tu n'as pas Camara, pas Maripane et pas Enrique qui, lui, s'était fait les croisés. Alors que pour le coup, c'est vrai que c'était un élément quand même fort, un bon élément de l'équipe la saison passée. C'était le 4e joueur avec le plus de contributions de buts. Il avait 1 but et 9 passes décisives. Bon, tout ça ok, mais maintenant, voilà, concluons, jetons un coup d'œil sur la fin de saison. Pour moi, les 4 prochaines rencontres de l'équipe vont clairement faire la différence, vont définir ce qui va se passer par la suite, parce que c'est là qu'il va falloir assurer. Rennes et Lille à domicile, sachant qu'on l'a dit, Monaco, ils ont du mal chez eux. Et Brest et Lyon à l'extérieur, Brest c'est incroyable cette saison, c'est très fort, etc. Le match va être vraiment sympa, moi je me le coche, je vais le regarder, c'est des équipes qui mettent de l'intensité, qui font du jeu. Et puis Lyon, voilà, Lyon, on sait que c'est pas évident, même s'ils font une saison en dents de scie, c'est un peu l'équipe, tu sais jamais. Ils peuvent battre tout le monde, ils peuvent perdre contre tout le monde. Tu finis un peu mieux avec Clermont, Montpellier et Nantes, mais pareil, il suffit que l'une de ces équipes, voire les 3, ou enfin je sais pas, mais joue pour éviter la relégation, ils vont quand même beaucoup se donner, donc ça va pas être facile non plus, je pense. Au global, Monaco, c'est une équipe qui c'est dur à dire, c'est une équipe qui est très constante, qui va souvent accrocher des podiums, souvent faire des choses sympas, mais pour autant souvent décevoir, j'ai l'impression. On se dit tous les ans que ça produit du jeu, il y a des beaux joueurs, il y a des belles choses, etc.
Mais c'est vrai qu'on est souvent sur notre faim. Donc, en tout cas, voilà pour cette vidéo. J'ai essayé de retracer un peu la saison monégasque, au mieux de vous partager voilà leurs forces et leurs faiblesses pour que vous ayez un petit peu un point de vue, les hommes forts de l'effectif, etc. J'espère que ce petit résumé global vous a plu. J'hésite à faire Lille la prochaine fois, donc dites-moi si ça vous intéresserait. Et puis comme toujours, un like, un partage et un abonnement si vous voulez me donner de la force. Et je vous dis à bientôt l'équipe.